Alors, les lipides. Alors, je vais essayer quand même de ne pas trop... attendez, c'est ma première dia. Oui, c'est ma première dia. Bon, alors, vous savez tous, je ne sais pas, est-ce que le doyen Even est dans la salle? Non. Alors, pourquoi je pose cette question? Le doyen Even, qui était le doyen de Necker, enfant malade, hein, c'est ça, a publié un livre où il a dit toute cette histoire de cholestérol, les statines, etc. Tout ça, c'est du bluff, c'est tous des gens payés, la théorie du complot, c'est des gens qui sont payés par les boîtes pharmaceutiques pour faire consommer les statines qui sont effectivement parmi les médicaments les plus vendus. Et alors, je demande s'il est là, parce que je pense que s'il y avait vraiment une démonstration absolue que faire baisser le cholestérol, c'est un rôle majeur sur le risque cardiovasculaire, ça vient de la génétique humaine, ça vient des travaux de Helen Hobbs, que je vais vous décrire ici. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à cette nouvelle thérapeutique qui aura probablement le défaut d'être encore plus chère que les statines, et donc qui sera probablement réservée aux gens chez qui les statines ne marchent pas, ou qui ne peuvent pas en prendre, ou que ça ne marche pas assez. Et donc, effectivement, si justement... Donc, vous savez tous qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, que le mauvais cholestérol, c'est celui qui donc va être impliqué dans un risque coronarien d'athérosclérose, c'est celui qui est associé au LDL. Par contre, le low density lipoprotéines, que par contre, il y a ce bon cholestérol, donc ça c'est mieux si on en a plus, qui est lié au HDL, high density lipoprotein. Et donc, ça c'est une étude d'avant GWAS et d'avant séquençage à haut débit, qui a été faite au Texas, où il y a le groupe de Jonathan Cohen et de Helen Hobbs, qui sont des spécialistes de la génétique des hyperlipidémies et du risque cardiovasculaire. Et ils ont été, je pense, les premiers, en tout cas, à se dire, finalement, il y a des maladies mendéliennes, notamment, qui sont responsables de risques d'hypercholestérémie très importantes et donc des formes quasi monogéniques ou monogéniques. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être pour ces mêmes gènes, des variants rares qui n'ont pas un effet aussi extrême que les variants associés à ces maladies monogéniques, mais qui pourraient quand même avoir un effet sur le risque cardiovasculaire. Et donc, leur point de départ, donc des taux, là, ils vont s'intéresser plutôt au HDL, ou disons, les taux faibles de HDL cholestérol sont un facteur majeur de risque de maladie coronarienne. Donc, d'avoir trop peu de HDL, c'est pas bon. Or, des mutations dans 3 gènes, APOE1, APC1, L4, sont responsables de formes récessives très rares de déficience en HDL. Est-ce qu'on pourrait trouver dans la population générale des variants de ces gènes qui ne contribuent pas à ces formes extrêmes, mais à des formes intermédiaires avec des taux faibles de HDL? C'est dans la population générale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme tout marqueur biochimique, etc., vous avez toujours une espèce de courbe de Gauss où vous avez la majorité de la population qui est au milieu, et puis vous avez les 5% qui ont les taux les plus élevés, puis les 5% qui ont les taux les plus faibles. Donc là, effectivement, ils vont se dire, on va séquencer les exons de ces 3 gènes. Hein, je vous dis, c'est avant qu'on puisse faire du séquençage à haut débit, avant les GWAS. On va séquencer les exons de ces 3 gènes, c'est des gènes candidats, dans 128 personnes avec un taux faible d'HDL, mais pas ceux qui ont les maladies monogéniques, les 5% les plus faibles de la population générale, et puis ceux qui ont des taux élevés, les 5% les plus élevés. Voilà.
on séquence et on trouve, pour un des 3 gènes, un excès de variants faux sens qu'on retrouve uniquement, qui sont retrouvés uniquement chez ceux qui ont des faibles taux de HDL. Donc ils trouvent 14 faux sens qui sont que chez les low HDL, et ils ne trouvent que 2 faux sens qui sont retrouvés que chez les hauts HDL, et ils retrouvent 10 faux sens, donc faux sens c'est qu'ils modifient un acide amylé dans la protéine, 10 qui sont à la fois dans les HDL, dans les low et dans les high. Ils refont la même chose chez des Canadiens et retrouvent la même chose, 14 chez les low, 2 chez les high, 7 communs. Donc, ce qu'ils en concluent, et en plus, ces variants faux sens qu'on trouve chez les low HDL, il y en a au moins 50% qui sont prédits par les logiciels de prédiction de l'effet d'un faux sens qui pourrait avoir un effet sur la fonctionnement de la protéine. Donc, ils en déduisent que pour ce gène-là au moins, une personne sur environ 10 a un variant faux sens rare dans ABCA1 qui a l'air donc d'être plutôt spécifique, en tout cas, bon, ils n'ont pas les statistiques pour dire qu'il est complètement spécifique, mais enfin, qui a l'air de se retrouver donc préférentiellement chez les gens avec HDL rare, et qui pourrait contribuer donc au phénotype. Mais, comme à chaque fois ils ont trouvé le variant une fois, ils ne peuvent pas déduire un effet d'un variant spécifique, c'est simplement agrégé. On trouve plus de variants ABCA1 dans ceux qui ont un low HDL. Donc c'est une première étude, qui est une étude en 2004. Juste un an avant, une équipe française, celle de Catherine Boileau, qui travaille depuis longtemps sur l'hypercholestérolémie, recherchait, au contraire, pas au contraire, mais recherchait des familles avec hypercholestérolémie transmise sur un mode autosomique dominant. Alors, il y a un gène qui est très fréquemment muté dans ces formes d'hypercholestérolémie, c'est le LDL récepteur, le récepteur au LDL. Mais il y a des familles avec hypercholestérolémie qui n'ont pas de mutation de récepteur LDL, et donc elle avait collecté un certain nombre de ces familles, et elle a fait ce qu'on appelait du clonage positionnel, c'est-à-dire essayer à partir de ces grandes familles de localiser où est le gène et de l'identifier. Et donc, elle publie, l'équipe de Catherine Boileau, en juin 2003 dans Nature Genetics, des mutations dans un gène qui s'appelle PCSK9, qui, en fait, c'est une protéase, appelle la proprotéine convertase subtiliine kexine type 9, qui à l'époque était une protéine dont, à part le fait qu'on pouvait prédire que c'était une protéase, on ne savait pas vraiment quel était son rôle précis physiologique. Elle trouve donc dans 2 familles des faux sens dans cette protéine PCSK9 qui sont associés avec cette forme dominante d'hypercholestérolémie. Donc ça met PCSK9 dans les gènes qui, quand ils sont mutés, peuvent entraîner une hypercholestérolémie. C'est 2 faux sens. Voilà. Une sérine remplacée par une arginine, une phénylalanine remplacée par une leucine dans 2 familles. Voilà. Donc, joli papier, c'est un nouveau gène associé à une hypercholestérolémie. Vient nos amis Jonathan Cohen et Helen Hobbs, spécialistes donc de la génétique des lipides et des maladies coronariennes, qui ont donc une grande cohorte de personnes, et nous sommes au Texas, il y a des blancs et il y a des noirs, et si je dis ça, c'est qu'il y a une raison. Elle avait déjà fait ce papier en 2004 où on teste des variants rares. Elle se dit, tiens, il y a un nouveau gène intéressant, je vais tester les variants rares dans ce gène PCSK9, dont vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il avait été identifié dans des familles avec hypercholestérolémie.
qu'est-ce qu'ils trouvent? Publié dans le New England Journal of Medicine en 2006. Sur 3363 sujets afro-américains testés, 2,6% avaient, à l'état hétérozygote, une mutation non-sens. C'est-à-dire que, dont on sait qu'elle a un effet d'abolir pour cet allèle-là la fonction du gène. Donc 2,6% ont une mutation non-sens dans PCSK9. Alors, c'est bon ou c'est mauvais d'avoir une mutation non-sens dans PCSK9, comme c'est un gène d'hypercholestérolémie? Eh bien là, c'est là la surprise. Ces 2,6% qui sont hétérozygotes pour une mutation non-sens ont une réduction de 28% du taux de LDL cholestérol et une réduction de 88% du risque coronarien. Donc, M. Even, si vous êtes dans la salle ou s'il y a un ami de M. Even, vous pourrez lui dire qu'avant de publier son livre, il aurait mieux fait de lire les papiers de Helen Hobbs. C'est d'ailleurs étonnant. Donc, vous voyez, ça, c'est les gens qui n'ont pas cette mutation non-sens, c'est les taux de cholestérol LDL. Donc, vous voyez une belle courbe de Gauss. Et vous voyez ceux qui sont hétérozygotes pour une mutation non-sens, ils sont complètement shiftés sur la gauche. Ils ont un taux de LDL nettement inférieur en moyenne à ceux de la population normale. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette baisse de 28% s'accompagne d'une baisse de près de 90%. Ça, c'est le risque coronarien chez les gens. Ceux qui n'ont pas le variant et ceux qui ont le variant. Alors, comment ils expliquent? Parce que quand on donne des statines et qu'on baisse de 20% le taux de cholestérol, ça n'a pas un effet aussi dramatique sur le risque coronarien. Ça diminue le risque coronarien, même si monsieur le doyen Even n'est pas toujours d'accord avec ça. Mais enfin, il y a quand même pas mal. Mais peut-être il peut se permettre de n'être pas d'accord parce que ça le baisse d'une manière quand même plus faible. Et là, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ces gens-là qui ont moins de LDL cholestérol, c'est pas juste comme pour les statines où on a commencé à les traiter à 40 ou 50 ans et où les gens ont eu pendant les 40 ou 50 premières années de leur vie toujours un peu plus de cholestérol. Ceux-là, ils ont vécu toute leur vie avec un taux plus faible de cholestérol. Donc, ce qu'il dit, these data indicate that moderate lifelong reduction in the plasma level of LDL cholesterol is associated with a substantial reduction in the incidence of coronary events. Donc, des mutations protectrices dans la population afro-américaine. Et en plus, je ne me rappelle plus si c'est dans ce papier, parmi leurs 3360 noirs, etc., ils ont trouvé une jeune femme qui avait 2 mutations inactivatrices, donc il n'y avait plus du tout de PCSK9. Et cette jeune femme avait fait le college, une jeune femme noire évidemment, puisque c'est fréquent chez les noirs, enfin relativement fréquent, et était prof d'aérobic. Donc, quelqu'un qui se portait bien, et d'un dernier papier, il dit que 10 ans après, elle continue à se porter très bien. Donc, ça voulait dire que même si on n'a pas du tout de PCSK9, apparemment, c'est N égale 1. On se porte comme un charme. Donc, pour l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que si on trouve un inhibiteur de PCSK9 et qu'il a le même effet, c'est bingo. Alors, chez les Européens, c'était un tout petit peu moins évident, mais finalement, il y avait le même effet.
Chez les Européens, on ne trouve pas de ces mutations, perte complète de fonction. Mais on trouve un faux sens, R46L, qui est présent chez 3,2% des sujets d'origine européenne. Il y en avait quand même 9500. Hein, donc et il y a 0,7% chez les sujets noirs. Il n'y avait pas de différence entre le BMI, prévalence d'hypertension, diabète, si les gens fumaient, etc. Pourquoi ? Tout ça, c'est des risques aussi cardiovasculaires. Donc, entre ceux qui ont ce variant et ceux qui ne l'ont pas, il n'y a pas de différence sur les autres risques cardiovasculaires. Et donc, on regarde ceux qui n'ont pas le variant, leur courbe de LDL, ceux qui ont le variant. La courbe de LDL n'est pas autant shiftée vers la gauche que quand on a un variant perte de fonction complète, mais c'est quand même très net. Et la diminution du risque coronarien, ce n'est pas 90%, mais ça doit être à peu près, c'est presque 50%. C'est déjà pas mal. D'accord ? Donc, ça, c'était tout à fait intéressant. Et ça a entraîné, ces papiers, une explosion de l'intérêt pour PCSK9, puisque carrément, je vous dis, c'est une protéine dont, à part le fait qu'on se disait ça doit être une protéase, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'elle faisait. Et en fait, c'est une protéase qui agit sur les low density, sur les LDL. Et vous voyez, donc, cette courbe, c'est le nombre de papiers sur PCSK9. Avant 2003, pas un seul papier. En 2003, le papier de Catherine Boileau. En 2004 et 2005, il y a quelques papiers, d'abord des papiers de biochimistes qui montrent que en fait, PCSK9 est un régulateur du récepteur LDL. C'est une protéase qui va dégrader le récepteur LDL. Or, on sait que quand on a moins de récepteurs LDL, c'est l'hypercholestérolémie familiale, c'est les gens qui n'ont qu'une demi-dose de récepteur LDL. Donc, PCSK9 qui dégrade le récepteur LDL, on peut comprendre que quand on est actif, ça va avoir une tendance à augmenter le risque coronarien. Et puis, vous savez qu'on peut faire des knockouts dans la souris. En 2005, un papier très intéressant qui dit, chez la souris, chez qui PCSK9 est absent, il y a effectivement, comme chez l'homme, moins de cholestérol, mais surtout, il y a une hypersensibilité aux statines. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a une interaction entre PCSK9 et les statines. Et en fait, si les statines ont peut-être pas autant d'effets qu'on pourrait l'espérer, c'est qu'un des effets des statines, comme elles affectent la synthèse de cholestérol, c'est en fait d'augmenter aussi par une boucle de rétroaction la synthèse de PCSK9. Donc, quand vous traitez aux statines, vous allez avoir plus de PCSK9 qui va limiter l'effet des statines. Par contre, si vous traitez aux statines, si vous n'avez pas de PCSK9, l'effet des statines va être plus important. Donc, ça va potentialiser l'effet des statines. Et puis, donc, en 2006, ces papiers de Helen Hobbs qui montrent que des variations de séquence dans PCSK9 ont un effet protecteur. Hein. Il y a un papier dans l'American Journal of Human Genetics, l'autre papier dans New England, tous les deux publiés en mars 2006, tous les deux très cités. Et ça génère tout de suite un intérêt gigantesque de l'industrie pharmaceutique. Alors, au début, on se dit, un inhibiteur, on va essayer de trouver des petits inhibiteurs, des petites molécules qui inhibent PCSK9. Il se trouve, pour une raison que je n'ai pas très bien compris, mais enfin, tous ceux qui ont essayé de trouver des petites molécules pour inhiber PCSK9 se sont cassés la figure, bien qu'on ait la structure cristallographique de PCSK9, etc.
personne n'est arrivé à trouver des petites molécules qui inhibent PCSK9, et probablement parce qu'en fait, c'est une protéine qui s'auto-active. Enfin bref, ils ne disent pas dans les papiers que j'ai lus pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit simplement qu'ils n'en ont pas trouvé malgré des efforts. Donc, qu'est-ce que les gens ont essayé? Des appels, je dirais, de thérapie génique par ce qu'on appelle les ARN interférents. Et c'est-à-dire des choses qui font que l'ARN messager va être dégradé. Et là, il y a eu des données chez les rongeurs et chez des singes que des RNAi inhibiteurs donc, qui ciblent PCSK9 limitent le plasma cholestérol. Ceci dit, jusqu'à présent, il n'y a aucune thérapeutique, à ma connaissance, basée sur les RNAi qui fonctionne chez l'homme parce qu'il faut pouvoir en produire suffisamment, que ça rentre, etc. Donc c'était une proof of principle. Mais, comme vous savez, il y a de plus en plus de thérapeutiques, notamment dans les maladies inflammatoires, etc., qui sont basées sur des anticorps monoclonaux. Sauf que c'est des thérapeutiques très chères. Et en NEJM, par exemple, mars 2012, dans un papier qui a déjà été cité 170 fois, ce qui pour un papier aussi récent est très important, ils disent, dans 3 essais de phase 1, essais de phase 1, en principe, ce n'est pas pour tester une efficacité, c'est juste pour tester qu'il n'y a pas d'effet adverse. Mais ça ne vous empêche pas de regarder s'il y a une efficacité sur le cholestérol. Dans ces 3 études, ça a diminué le taux de cholestérol LDL chez les volontaires sains, phase 1, c'est en général chez les volontaires sains, mais aussi chez des gens qui avaient une hypercholestérolémie. Travaux financés par Regeneron et Sanofi. Je vais passer peut-être là. Et là, vous avez une revue très récente, Lipid Lowering with PCSK9 Inhibitors, dans National Nature Review Cardiology, qui effectivement donc, commence par vous dire qu'effectivement les statines sont la thérapie la plus efficace disponible actuellement pour diminuer le taux de LDL cholestérol et prévenir des événements, des problèmes cardiovasculaires. Mais le problème, c'est qu'il y a d'une part certains patients qui sont hypersensibles aux statines et qui vont faire des myopathies, et donc il va falloir arrêter les statines, ou d'autres patients qui, traités par les statines, n'arrivent pas suffisamment à faire baisser leur cholestérol, donc les statines ne sont pas suffisamment efficaces. Donc pour ces gens-là, il faudrait autre chose. Et donc il rappelle l'histoire de PCSK9, la génétique humaine, qui montre que des pertes de fonction de PCSK9 peuvent entraîner une diminution de maladie coronarienne. Ah, et j'oubliais de dire qu'il a pu être montré que les variants, par contre, que Catherine Boileau avait trouvé, des variants faux sens qui entraînent une hypercholestérolémie, en fait, c'est des variants gains de fonction. C'est-à-dire que c'était des modifications d'acides aminés qui faisaient que ces PCSK9 étaient plus actifs. D'accord ? Donc, quand c'est plus actif, vous avez une hypercholestérolémie. Quand c'est moins actif, vous protégez contre l'hypercholestérolémie. Et donc, ça, c'est juste, ça rappelle ce que je vous avais dit pour Alzheimer, les mutations faux sens dans APP, où vous en avez qui entraînent un risque très élevé de maladie d'Alzheimer précoce, et puis ce variant trouvé par des codes qui, lui, protège contre la maladie d'Alzheimer. C'est aussi un variant faux sens. Simplement, il agit en sens contraire. Comme ils disent, en plus, il y a cette interaction entre PCSK9 et la thérapie aux statines par une boucle de rétroaction qui fait que le niveau de PCSK9 est augmenté quand on fait un traitement aux statines, ce qui va entraîner une dégradation du LDL récepteur et ce qui a un effet négatif sur le cholestérol. Donc, PCSK9 est une Rational Therapeutic Target, c'est une cible thérapeutique,
Et il présente les essais cliniques. Et en quelques années, on est passé phase 1, phase 2, phase 3 à une vitesse absolument incroyable. Et je vous dis juste, donc, vous avez plusieurs anticorps monoclonaux venant de, regardez, non, ça c'est Small Interfering RNA, mais autrement, Sanofi et Regeneron, Amgen, Pfizer, Lilly. C'est-à-dire que beaucoup des grandes boîtes se sont précipitées là-dessus. Ça, c'est les effets sur le LDL cholestérol, moins 60%, moins 80%, sur ApoB, moins 50, moins 60, etc. Il y a un paragraphe qui dit c'est vrai, le PSK9 monoclonal have been tested in phase 2 clinical trials. Donc il y a l'alirocumab, le enfin bref, sizumab ou l'évolucumab, enfin bref, c'est monoclonal antibody à chaque fois, par administration sous-cutanée, ont eu des résultats impressionnants sur les lipides sanguins, étaient bien tolérés, avec pas de différence avec les contrôles sur les effets adverses, donc ça a l'air d'être vraiment bien toléré. Et maintenant, ça, qui est illisible, c'est toutes les études phase 3 qui sont en train de se faire. Et donc ça, c'est absolument impressionnant. La seule chose que je n'ai pas trouvée dans ce papier, dans aucun d'ailleurs, enfin, je n'ai pas lu tous les papiers, c'est quel sera le prix de ce traitement. Parce que les statines, même si, comme tout le monde en prend, enfin, tout le monde, beaucoup de gens en prennent, le budget de la sécurité sociale liée aux statines est extrêmement important, mais le prix d'un anticorps monoclonal en thérapie, ce n'est pas la même chose qu'une petite molécule. Donc, je suppose que vraiment, il faudra que ça soit réservé aux gens chez qui les statines ne sont pas opérantes, ou peut-être aussi pour les gens, il y en a peu qui ont une hypercholestérolémie familiale homozygote, et où là, c'est vraiment catastrophique, et il faut absolument baisser le cholestérol rapidement. Voilà. Je crois que... Ah, ben si j'ai encore... Donc ça, c'est vraiment l'histoire qui montre... Donc, c'est vraiment en 2003, Catherine Boileau montre que c'est un gène qui a quelque chose à voir avec la régulation du cholestérol, puisque quand il est muté, il peut donner une hypercholestérolémie. Mais c'est ça qui a donné l'idée à Allen Hobbs de le tester. Mais ce qui a été vraiment le truc majeur, c'est de dire c'est d'inhiber ce gène. C'est toujours plus facile de trouver un inhibiteur d'une protéine que de trouver un activateur. D'inhiber la protéine ou le gène peut avoir des effets très importants et même plus importants que ce qu'on pourrait prévoir des statines. Et c'est peut-être là que je vais quand même vous montrer ce diagramme que j'ai trouvé dans une publication récente de Jonathan Cohen. Ça, c'est le pourcentage de réduction du cholestérol LDL, ici, de 0 à 30%, et l'effet de réduction des événements coronariens. La courbe ici, c'est la courbe des statines. C'est-à-dire que si vous baissez votre cholestérol de 10%, vous avez à peu près 10% de moins de risque coronarien. Si vous baissez votre cholestérol de 20%, ça fait, là on doit être 23, oui, c'est à peu près 20% de réduction du risque coronarien. Et ce qui montre, c'est que quand on a des mutations, et ça c'est la mutation perte de fonction PCSK9, ça c'est ce faux sens PCSK9 qui est trouvé chez les Européens, qui est rare, qui est chez 3% des Européens, et ça c'est pour d'autres mutations protectrices très rares qui ont été trouvées dans d'autres gènes, ApoB, sortilin 1, LDLR, et où à chaque fois l'effet sur la réduction du risque coronarien est plus important que si on prenait la courbe
de réduction de LDL-C des statines, on prédirait un effet sur les événements coronariens plus faible. Et donc, c'est là qu'il redit ce que je vous avais dit, c'est que la différence, c'est que les statines, on les donne à partir d'un certain seuil. Ah, vous avez trop de cholestérol, vous avez dépassé, puis vous avez un risque cardiovasculaire parce que vous avez un parent, etc. Et donc, on commence à vous donner des statines à 50 ans, alors que les mutations qui diminuent le taux de cholestérol, même si elles le diminuent de manière assez modérée, elles le diminuent depuis le début de la vie. Et en fait, c'est donc un effet cumulé. Donc ça, c'est intéressant comme... Alors, juste pour vous donner toutes ces recherches, maintenant de rechercher de manière systématique des variants rares, eh bien, je dois dire qu'ils arrivent à trouver un peu quelque chose, mais les gold mines tels que PCSK9, on n'en trouve pas comme ça si facilement. Là, c'est pour vous donner deux exemples. Un, février 2014, on teste par génotypage 200 000 variants de faible fréquence ou rares. Donc ça, c'est du génotypage, ce n'est pas du séquençage. Sur 56 000 individus, 42 000 Européens et 14 000 Africains. Nous n'avons pas identifié de nouveaux gènes. Nous avons identifié 4 variants de faible fréquence entre 0,1% et 2% qui ont un effet sur les triglycérides ou sur le cholestérol HDL, mais aucun de ces 4 variants n'a d'effet sur le risque coronarien. Donc, grosse étude, beaucoup d'auteurs, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Donc là, c'est simplement que ça montre qu'il n'y a pas d'effet sur les aspects coronariens. Un autre, alors là, c'est par exome. Donc, de nouveau, ils ont séquencé 2000 individus par exome. Là, de nouveau, je vous ai dit, c'est un projet à $2 millions, rien que pour le séquençage. Et ensuite, ils ont fait du follow-up chez, en fait, 52 000 personnes, en testant juste les variants trouvés. On a trouvé des variants connus et certains pas connus dans PCSK9, LDLR et ApoB, et puis un nouveau gène, PNPLA5, mais j'ai cherché dans le papier, il n'y a nulle part marqué. Alors ça, c'est quelque chose qui augmente le LDL cholestérol, ce variant rare, donc, et il n'y a nulle part marqué est-ce que ça a un effet sur le risque coronarien. Donc, bon, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas les données justement pour pouvoir le faire, mais donc il reste encore à savoir ça. Par contre, quelque chose d'intéressant, de nouveau un papier dans NEJM, peut se dire que les études négatives ont plutôt tendance à être publiées dans un journal comme l'American Journal of Human Genetics, qui est un très bon journal, mais qui est quand même moins prestigieux que Nature ou New England. Donc quand c'est publié dans New England, voilà un variant, ou plutôt des variants rares, dans un gène ApoC3, qui lui diminue les triglycérides et a un effet important sur le risque de maladie coronarienne. Ceci, en tout, ils ont commencé par séquencer les exomes dans 3700 personnes, vous voyez un peu, et ensuite, les variants qui étaient supposés pouvoir avoir un effet, ils les ont testés jusqu'à 110 000 personnes. Et effectivement, si vous voulez, alors là, de nouveau, ils disent quand en ayant fait tout ça, donc 3500 exomes, etc., on n'a trouvé aucune mutation rare qui soit testée en individuel
soit quand on prend tous les variants dans un même gène, sont associés de manière statistiquement significative aux différences de plasma triglycérides. Mais ApoC3 avait quand même une suggestion assez forte de significativité statistique, 7,10.6. Ce n'est pas suffisant vu le nombre de variants qu'on trouve par exome. Enfin, ça suggérait. Donc, ils ont répliqué chez 34 000 personnes, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait ici, chaque point ici, c'est une personne qui porte un de ces variants rares dans ce gène ApoC3. Ça, c'est le taux moyen de la triglycéridémie dans la population. Et vous voyez que la plupart des patients qui ont, ou des personnes, pardon, c'est des sujets, ce n'est pas des patients, qui ont des mutations, dont certaines sont des mutations perte de fonction, dans ce gène ApoC3, ont, à part ces 3 personnes, mais des taux nettement diminués de triglycérides. Et ce qu'ils trouvent, c'est que quand ils ont fait leur étude sur 100 000 personnes, ils trouvent 500 porteurs de ces mutations rares ApoC3 et leur risque coronarien est diminué de 40%. Donc là, ça met ApoC3 comme un nouveau gène qui, si on l'inhibait, pourrait avoir un intérêt, alors non pas pour traiter l'hypercholestérolémie, mais pour traiter l'hypertriglycéridémie. Voilà. Donc, en conclusion, effectivement, cette histoire de variants rares, on s'est dit, ben voilà, si avec les GWAS on a trouvé des choses, mais on n'a pas trouvé suffisamment, il faut chercher les variants rares. Ça montre que l'analyse de grande cohorte peut permettre, mais difficilement, d'identifier l'importance statistique de tels variants rares pour une pathologie. Alors, pour un nombre limité, quand on a des gènes candidats, ça va. Si on fait sur l'ensemble des gènes, c'est-à-dire sur les 20 000 gènes, le problème des tests multiples fait que ça devient beaucoup plus difficile. Et ça serait encore pire si on faisait du whole genome sequencing, parce que en whole genome sequencing, vous avez 20 fois plus de variants qu'en exome, puisque l'exome, c'est 5% du génome, le whole genome, donc quand vous faites le whole genome, vous avez 20 fois plus de variants. Ça rend extrêmement difficile d'atteindre une significativité statistique genome-wide, sauf éventuellement, et ça a été démontré, quand vous avez non pas des cohortes de quelques milliers ou même dizaines de milliers, mais quand vous pouvez avoir ce cas des codes, des données finalement sur plus de 100 000 personnes, parce qu'ils ont l'ensemble des données à la fois cliniques, généalogiques, génotypiques dans la population islandaise. Et donc on peut se demander effectivement si les gens voulaient faire quelque chose, plutôt que de continuer des études ici avec une cohorte de telle maladie, une autre cohorte de telle maladie, est-ce que, bien qu'il soit un peu tard, mais enfin la population islandaise est quand même une population aussi particulière, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire effectivement des bases de données de ce type dans d'autres pays? Alors le problème, si vous voulez, quand même, quand Decode a commencé à faire son truc, il y a quand même des gens qui ont dit mais c'est Big Brother. Parce que Decode, finalement, ceux qui participent, leur dossier clinique, leur dossier génétique, il est dans les ordinateurs de Decode. D'accord? Donc on peut se dire, c'est avec nous, avec la CNIL, etc., ça ne serait jamais passé. Il y a quand même eu une discussion au Parlement islandais pour savoir est-ce qu'on permettait ou on ne permettait pas. Et finalement, de la discussion, ils ont dit, pour ceux qui veulent, on permet. Le fait, effectivement, quand vous avez des variants rares, pour un variant individuel, sauf si c'est un variant perte de fonction, parce qu'on peut se dire un variant perte de fonction, ils sont tous équivalents. Mais quand vous avez un faux sens,
évaluer pour un faux sens rare quelle est vraiment son action individuelle. Et si on voulait faire de la prédiction à un moment, la prédiction, c'est de faire pour la personne, pas une statistique basée sur, en général, les gens qui ont des variants. Ah, mais c'est pour vous, là, ce variant que vous avez. Très difficile d'analyser l'effet exact sur l'odds ratio de tel variant. Et en rappelant les exemples que APP Alzheimer ou PCSK9, que des variants dans un même gène, certains peuvent avoir un effet dans un sens et d'autres peuvent avoir un effet dans un autre sens. Et donc, si vous ne savez pas dans quel sens ça va, vous pouvez faire des erreurs d'interprétation. Alors, tout ça montre que c'est très difficile d'avoir une puissance statistique suffisante, en tout cas dans les études actuelles. Et ce que proposaient par exemple les Danois pour essayer de sauver les meubles, c'est peut-être qu'on pourrait faire une analyse par pathway, c'est-à-dire prendre les gènes qui sont impliqués dans telle ou telle voie métabolique, etc. Ça reste à prouver. Et comme je disais, c'est quand même, moi de ce que j'ai lu maintenant, c'est quand même ce qui est le plus impressionnant. Si déjà on veut faire ça, c'est effectivement la stratégie des codes qui je trouve très puissante en tout cas. Et puis ce qu'il faut rappeler aussi finalement, c'est l'intérêt des formes monogéniques et des patients à phénotype exceptionnel. J'en ai déjà parlé pour Alzheimer, parce que APP préséniline au début, c'est parti de gens qui avaient des formes monogéniques rarissimes de ces maladies. Pour le diabète de type 2, il y a les formes modiques, comme je vous ai montré, dans les variants rares qui ont été trouvés finalement, beaucoup étaient dans des gènes qui étaient déjà connus pour être associés à des formes monogéniques de diabète de type 2. La même chose, je dirais, même si c'est à contrario, c'est l'analyse de Catherine Boileau sur des familles avec hypercholestérolémie familiale qui a mis le doigt sur PCSK9 et qui a permis à Helen Hobbs de montrer l'effet protecteur d'autres variants. Et c'est ce que dit Jonathan Cohen dans sa revue de 2013. Donc ces patients, soit des formes monogéniques ou des patients qui ont un phénotype exceptionnel, qu'une observation clinique de patients individuels et de leur famille avec des formes atypiques, alors lui il s'intéresse aux lipides, et non expliquées de désordre lipidique, suivi par le séquençage des personnes atteintes, peut donner des résultats majeurs pour comprendre les bases moléculaires des maladies, des ordres lipidiques dans ce cas, mais donc de plein d'autres maladies. On peut se poser aussi les questions, combien de temps on continuera à faire des études GWAS de plus en plus gigantesques pour trouver encore quelques variants. Moi je me rappelle l'European Society of Human Genetics il y a 2 ans, il y avait une séance sur neurogénétique et des maladies communes neurogénétiques, et c'était tous des gens qui faisaient du GWAS. Et leur conclusion, c'est de dire, bon voilà, pour Alzheimer, on a trouvé des choses qui confirment l'hypothèse amyloïde, etc. Donc, il faut continuer avec des cohortes encore plus grandes. Pour la schizophrénie ou la psychose maniaco-dépressive, ou l'autisme, je ne me rappelle plus, c'était 2 des 3. On n'a pas trouvé grand-chose qui soit répliqué, mais c'est sans doute parce qu'on n'avait pas des cohortes suffisamment grandes. Et récemment, il y a une étude sur la schizophrénie qui est parue avec, effectivement, je crois, plus de 30 000 malades et 100 000 contrôles. Alors là, on commence à trouver des choses. Mais je dirais jusqu'à quand il va falloir continuer ça. Je pense qu'il y a des labos qui sont spécialisés, il y a des boîtes qui vendent les matériels pour ces labos, etc. C'est un gros business. Mais je pense qu'on en est maintenant dans ce qu'on appelle le diminishing return, c'est-à-dire plus que vous faites d'efforts, moins vous avez vraiment de choses nouvelles. Et puis, cette question, mais c'est une question, moi je ne suis pas capable d'y répondre, c'est ces effets polygéniques tels qu'ils sont définis par les études de Vischer. Quelle est l'importance réelle de ces effets polygéniques? Je ne mets pas en doute qu'ils existent.
Du point de vue heuristique, ils ne nous apprennent pas grand-chose, parce que sauf de dire que, OK, il y a de la génétique là-dedans, mais on n'est pas capable d'identifier les gènes qui sont impliqués, donc ça n'aide pas beaucoup. Voilà, c'est des choses qui restent effectivement à faire. Et donc, sur ce, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, je peux essayer d'y répondre en public ou en privé. Et puis, sinon, au mois de mars, pour ceux que ça intéresse, donc plutôt sur les aspects de traitement. Merci.